Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une Amérique fracturée où la tension politique, sociale et économique atteint un niveau inédit. Donald Trump, toujours au centre du jeu, affronte une société américaine en pleine mutation. Face à lui, une nouvelle génération de dirigeants émerge, à l'image de Madani, le nouveau maire de New York, symbole d'un changement de ton, d'un autre rapport au pouvoir, une autre vision du futur. Alors, les États-Unis vivent-ils une simple crise de leadership ou assistons-nous à une révolution interne qui redéfinit les fondements même de la démocratie américaine? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui notre cher expert Anas Abdoun qui va nous aider à comprendre et à analyser la situation de transformation au sein de la société américaine. Anas, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation malgré l'agenda chargé. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Anas, quelle est ta lecture concernant la situation actuelle en Amérique? Crise économique, suspension budgétaire, montée de Médani comme un symbole de l'opposition des immigrés, des jeunes face à Trump, division même au sein du camp de Trump, critique de la politique de Trump concernant l'Ukraine, concernant ce soutien indéterminé pour Israël, l'immigration, toute. Est-ce que Trump se trouve devant une révolution interne? Oui, alors c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que suite à cette élection-là de Zahran Mamdani à New York, on a entendu beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de bruit. D'abord, aux États-Unis, la presse s'est fortement intéressée sur ce phénomène politique parce qu'il s'agit vraiment d'un phénomène politique. Et puis ici, on a vu simplement les retombées symboliques du phénomène politique. En réalité, l'analyse que l'on a faite souvent, c'est de rester à la surface, c'est de dire effectivement Zahran Mamdani, les musulmans, c'est quelqu'un qui est né en Ouganda, je crois, de parents indiens, et donc il y a un côté un petit peu diversité New York. Et en réalité, ce à quoi on l'assiste, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. C'est symptomatique d'une forme de recomposition politique d'abord au sein du Parti démocrate et ensuite avec un impact global à l'échelle nationale que l'on va tenter d'analyser ensemble. Alors déjà, dans le contexte effectivement, c'est intéressant parce que Zahran Mamdani, au niveau de la structure du Parti démocrate et du fonctionnement du Parti démocrate, c'est personne. Ça fait pas partie de ces ténors du parti, de ces gens qui ont une influence, qui sont là depuis des années et qui connaissent parfaitement les rouages du parti. Zahran Mamdani, c'est un jeune homme, pour le coup, jeune homme, il a 34 ans, c'est un élu du Queens, il n'a pas été sénateur ou gouverneur ou quoi que ce soit. Et puis, c'est le plus jeune maire depuis un siècle que l'on a vu aux États-Unis. Et en fait, sa victoire est intéressante parce qu'elle elle parle de la nouvelle manière de faire de la politique et au niveau local. Il faut savoir que lorsque Mamdani se présente, il est crédité de 1% dans les sondages des votes et puis il termine à plus de 50% face à son adversaire qui était à peu près à 41, je crois. Et donc là, on voit qu'il y a un gap. Et donc la victoire de Mamdani dit quelque chose de l'appareil politique, dit quelque chose de la manière de faire de la politique, c'est-à-dire on va plus forcément voir les grands donateurs, les instances de parti, mais c'est effectivement beaucoup de travail de terrain qui finissent par payer. Donc la victoire nous dit quelque chose, mais la défaite de Andrew Cuomo, qui était en fait le numéro 2 au Parti démocrate, qui a eu donc ses 41%, nous dit encore plus, nous apprend encore plus de choses. Pourquoi? Parce qu'Andrew Cuomo, c'est l'exact opposé de Mamdani. C'est un ancien du Parti démocrate, c'est quelqu'un qui était proche des grands donateurs, c'était un ancien gouverneur, un ténor du parti, proche de Nancy Pelosi, et donc il faisait partie de ces figures indéboulonnables du Parti démocrate. Et c'est une chose d'ailleurs que la base reproche beaucoup. C'est la quintessence, effectivement,
des gens qui ont été dans le parti, qui ont gravi des postes et des gens qui connaissent bien les rouages de parti, qui ont fait des dizaines et des dizaines d'années. Quand ils sont en place, ils sont en place. On ne peut pas les bouger. C'est des gens dont la position économique, politique, sociétale est plutôt centrée, donc la logique très centriste du Parti démocrate face à Mamdani, qui est une aile de gauche beaucoup plus radicale. Et donc là, ça nous apprend quelque chose. Et la chose que cela nous apprend finalement, c'est qu'en fait, on assiste à une forme de rébellion au sein même du Parti démocrate, entre la base qui est plus vindicative, beaucoup plus à gauche, et beaucoup plus à chaud sur certains sujets politiques, notamment sur la question palestinienne parce qu'elle nous intéresse, mais pas que, tandis que la structure de l'appareil du parti démocrate, lui, reste centralisé sur les questions d'économie de marché, sur la centralité, c'est-à-dire on est de gauche par rapport à républicain, mais au niveau de l'économie, on est finalement beaucoup plus à droite que la plupart des partis de gauche européens. Et donc, il y a une forme je dirais, de dichotomie, une forme d'antithétisme qui s'est installée au sein de l'appareil du Parti démocrate. Et c'est véritablement aujourd'hui un raz-de-marée que l'on voit, qui est en train d'être opéré à New York. Et pourquoi New York, c'est intéressant? Bien sûr, c'est une grande ville, c'est la plus grande ville des États-Unis, mais à bien des égards, New York, en fait, c'est le laboratoire de ce qui se passe aux États-Unis, c'est un miroir de la nation américaine. Et en fait, c'est ce renversement d'un ténor du Parti démocrate par quelqu'un qui était inconnu au bataillon il y a de cela quelques mois, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui risque fortement de se reproduire à l'échelle nationale. C'est quelque chose aujourd'hui qui terrorise un certain nombre de gouverneurs et de maires et de sénateurs qui tiennent en fait l'instance du Parti démocrate. Et donc, ça fait vraiment peur à ceux qui, à ces instances-là du parti, voient les échéances électorales, soit du Congrès, soit du Sénat, arriver. Il faut bien comprendre que si on avait fait à un moment donné un parallèle entre la minorité Obama qui arrive à la présidence et Mamdani qui arrive à la mairie de New York, en termes de bascule politique, Mamdani, c'est un impact beaucoup plus fort. Parce que Obama, finalement, c'est une minorité, effectivement, premier homme noir à accéder à la Maison-Blanche, mais sur le fond, en termes de ses projets sociétaux, projets économiques, projets politiques, il était en fait un ancien parti aussi. Il était sénateur de l'Illinois. Il avait fait en fait tout le même parcours que ceux aujourd'hui qui se sentent menacés face à cette mouvance qui est beaucoup plus à gauche, beaucoup plus radicale du parti. Et donc, ce changement-là qui est en train d'opérer au sein du Parti démocrate, c'est une forme de radicalisation du parti, cette forme de poussée par la base, ce divorce, en fait, entre la base et les tenants du parti. C'est pas une révolution, c'est pas quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est passé il y a pas très longtemps, il y a quelques années, avec ce qu'on appelle au Parti républicain l'émergence du fameux Tea Party. Et on se souvient que parallèlement à cette logique du Parti démocrate, en fait, le Parti républicain avait exactement les mêmes fonctionnalités en termes de processus politique, en termes d'institutionnalisation du parti, en termes de sélection du candidat, en termes de centralisation aussi des projets politiques. C'est-à-dire, on se concentre sur le centre, pas trop à droite, pas trop à gauche, effectivement, pour essayer de capter au maximum la masse des électeurs. Et puis, il y a un mouvement qui est arrivé de nulle part, qu'on appelait effectivement le mouvement du Tea Party, qui allait challenger le Parti républicain sur sa droite, beaucoup plus radical, beaucoup plus vindicatif, beaucoup plus offensif. Et en fait, c'est le Tea Party qui a ouvert en fait qui a ouvert la voie au projet de la présidence de Donald Trump. Donald Trump ne peut pas être Donald Trump, c'est-à-dire avoir cette lignée politique radicale par rapport au Parti républicain, arriver finalement et en fait braquer le Parti républicain, parce que on se souvient sur la première mandature de Donald Trump, il n'avait pas du tout l'aval du parti, de l'appareil du parti. Il a court-circuité cela. Il a pris la tête du parti avec la base à l'encontre effectivement de ceux qui tenaient le parti politique pour aujourd'hui faire du Trump. C'est-à-dire que Trump aujourd'hui, on le voit comme un personnage à part entière, très à droite sur l'échiquier politique par rapport au Parti républicain, mais on a du mal à l'associer au Parti républicain. C'est de facto en tant que candidat républicain qu'il est allé à la présidence, mais en fait, cette association n'est pas aussi évidente parce qu'on sait qu'un certain nombre de gens du parti n'étaient pas associés au Parti républicain. Et la venue de Donald Trump
à la présidence 1 et la présidence 2 et avant le travail du Tea Party fait qu'en fait le parti républicain s'est un peu plus radicalisé, c'est-à-dire il allait un peu plus sur l'aile droite et s'est débarrassé finalement sur cette évolution-là de la vie politique américaine des gens qui étaient considérés comme trop mous, trop centristes et qui faisaient finalement de la politique une manière de vivre plus qu'un combat idéologique, si vous voulez. Et en fait, ce qu'on a vécu avec le Tea Party il y a quelques années et l'avènement de Donald Trump, on le voit aujourd'hui avec le Parti démocrate. C'est exactement la même temporalité, c'est exactement le même combat et c'est exactement le même challenge. D'ailleurs, pour étayer un petit peu ce propos, il faut comprendre que la principale, le principal combat politique qui existe aujourd'hui, ça n'est pas tant le parti républicain contre le parti démocrate. C'est-à-dire que dans l'ensemble des projets législatifs ou des projets nationaux dans la vie politique américaine, on n'entend pas vraiment le Parti démocrate. Le Parti démocrate est vraiment absent et on a l'impression que l'aile républicaine et Donald Trump a plutôt le champ libre dans la manière de penser la politique américaine, que ce soit sur les questions internationales, que ce soit sur la question économique, sociétale, politique, etc. Pourquoi cet élément-là? Parce qu'en fait, et c'est une chose qu'on le retrouve, c'est que la base du Parti démocrate, en tout cas les adhérents ou les sympathisants du Parti démocrate, trouvent qu'en fait le Parti démocrate joue encore la politique de manière ancienne. C'est-à-dire, en fait, c'est typiquement Joe Biden. C'est Joe Biden, c'est Nancy Pelosi, c'est tous ces gens qui, face à une radicalité de position de Donald Trump, eux continuent à faire de la politique de l'ancienne manière, c'est-à-dire être plutôt modérés dans leur position, être plutôt centrés et non pas à gauche, non pas être radical et ne pas aller au combat politique. Et là, la base du Parti démocrate dit qu'en fait, il nous faut, pour caricaturer, pour dire clair, ce qu'il nous faudrait, c'est un Trump de gauche. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'assumer son conviction, sa vraie conviction de gauche, qui soit audacieux sur les propositions. Autant Donald Trump, même pour les propositions du Parti républicain, était très audacieux dans ses propositions avec le fameux Muslim ban, avec le renforcement du mur, avec cette guerre économique à tout va et cette guerre tarifaire et douanière à l'encontre contre les principales nations du monde, c'était en fait la base des idéaux de la droite qui pouvaient exister au Parti républicain, mais seulement il allait jusqu'au bout de la logique. Or, au sein du Parti démocrate, on se dit en fait, vous êtes encore resté à l'ancienne manière de faire politique, c'est-à-dire très centralisé et ne pas aller dans la radicalité. En fait, on se rend compte aujourd'hui, il y a une logique politique que l'on enseigne dans toutes les écoles de sciences politiques et dont on m'a enseigné aussi quand j'étais étudiant, c'est que si vous voulez gagner les élections, il faut rester sur le centre. C'est la meilleure manière effectivement d'avoir la majorité des électeurs et des positions. Or, on se rend compte ces dernières années que c'est plutôt le contraire. C'est la radicalité qui séduit davantage. Même en France, on le voit. À chaque fois aux élections, c'est le pôle La France Insoumise, par exemple, et le pôle Rassemblement National. C'est les extrémités parce qu'il y a une prise de position assumée, il y a une forme de radicalité dans les propositions, dans l'idéologie. En fait, le projet politique est clair. Tandis que ceux qui jouent ce qu'on appelle les partis de gouvernance, en fait, ils sont tellement là pour gouverner qu'ils ont mis l'idéologie, les principes derrière. Or, aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, on a besoin de voir de la clarté et de l'ambition idéologique. Et c'est ce que la base du Parti démocrate essaie en fait de mettre en place. Et donc, ce que je disais, c'est qu'en fait, la principale bataille politique à l'intérieur des États-Unis, ça n'est plus le Parti républicain contre le Parti démocrate, c'est la base du Parti démocrate contre la tête du Parti démocrate. Il faut savoir que vous avez à peu près, selon un dernier sondage qui a été publié, je crois, dans le New York Times, c'est 70% des sympathisants démocrates qui sont totalement déçus ou qui ne se reconnaissent pas totalement, qui se reconnaissent pas du tout, pardon, dans les représentants du Parti démocrate. Il y avait un autre sondage aussi qui disait que la majorité de la base démocrate se sent aussi dissociée de l'élite du Parti démocrate que le Parti républicain. C'est dire la fracture est très importante. En fait, on le voit très bien dans le projet politique de Mamdani. Mamdani, comment est-ce qu'il passe de 1% je dirais, à gagner cette élection pour la mairie de New York, c'est avec une forme de radicalité des positions, non seulement dans le symbolisme politique,
mais aussi dans la radicalité des positions, dans le pragmatisme politique. Dans le symbolisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient, qui vous dit en campagne 2 ou 3 choses dans les primaires démocrates qui étaient impensables. La première, c'est de dire je suis musulman, mais pas comme une espèce d'identité ethnique. C'est une croyance et je suis pratiquant et en fait, on le met en avant. Alors qu'avant, de 2001, un peu avant et bien après, vous auriez eu une bande, un gros groupe de communicants qui seraient venus voir, qui diraient alors il faut absolument lisser cette appartenance, ou alors il faut essayer de faire des liens entre les valeurs de l'islam et les valeurs, par exemple, qu'on peut retrouver dans l'évangélisme pour gagner la majorité de la population. On était un petit peu dans cette logique-là. Là, Mamdani dit, viens, je suis musulman, je suis musulman pratiquant, and so what? Et ça plaît à la base. Ça, c'est la première des choses. Non seulement il dit I'm a Muslim, mais il dit I'm a socialist. Ce qui, pour ceux qui connaissent ou qui sont un petit peu familiers sur la structure, l'histoire de la pensée politique américaine, socialist, c'est une insulte des républicains par rapport au Parti démocrate quand un des membres est un peu trop à gauche. C'est-à-dire, c'est la pire des insultes qu'on peut vous faire. Quand un républicain dit à un démocrate, you a socialist, généralement, le démocrate va tout faire pour montrer qu'il n'est pas socialiste, tellement c'est quelque chose d'éliminatoire dans les consciences politiques américaines jusqu'à ce changement de paradigme politique. Or, aujourd'hui, Mamdani vient et dit « I'm Muslim, I'm a socialist » et tout le monde applaudit. C'est-à-dire, en fait, cette radicalité d'identité, d'idéologie et de positionnement politique plaît à la base du Parti démocrate. Le troisième élément qu'on a beaucoup vu circuler aussi, c'est lors des primaires du Parti démocrate, où lorsque la présentatrice demande à l'ensemble des candidats quel sera votre déplacement officiel, et donc vous avez l'ensemble des apparatchiks, les gens vraiment du parti, qui en fait, vous n'aviez pas une nuance, pas une seule, sur quel est le premier pays que vous allez visiter. Et tous étaient naturellement The Holy Land, la Terre Sainte, Israël. Donc tout le monde disait mon premier déplacement, c'était Israël. Je rappelle qu'il n'y avait pas encore de cesser le feu, qu'on était en plein acte génocidaire. Mais pourquoi ils disent tous Israël? C'est pas parce qu'il y a forcément une proximité ou idéologique. Elle peut être là, comme elle peut ne pas être là, mais c'est une constante du positionnement politique américain, à gauche comme à droite, démocrate comme républicain. Ça ne fait pas débat. Le premier déplacement à l'étranger, lorsqu'on est maire, lorsqu'on est sénateur, lorsqu'on est gouverneur, encore plus lorsqu'on est président de la République, président des États-Unis, c'est Israël. Et donc, tout le monde, c'est-à-dire dans la logique de parti, dans la logique de la tradition politique qu'ils ont hérité, disent mon premier déplacement Israël. Puis Mamdani dit non, je vois pas pourquoi j'irai en Israël et je fais la distinction entre la communauté juive new-yorkaise et les Israéliens. Et puis là, tout de suite, vous aviez comme une réaction symbolique. Et donc, ça dit vraiment qu'en fait, ils ne parlent plus la même langue, ils ne parlent plus, ils n'ont plus le même logiciel politique. Vous avez l'ensemble des autres candidats qui disent, vous voyez, ils ne veulent pas aller en Israël. Et ils veulent mettre l'emphase, ils veulent préciser cela comme si c'était disqualifiant, parce que ça a été disqualifiant les 40 dernières années. Et en fait, Mamdani, lui, sait qu'est-ce qu'il fait. C'est pas parce qu'il est un peu provocateur ou quoi, parce qu'il sait que ça n'est plus une exigence, ça n'est plus une conditionnalité, parce que la base qui le porte, le cœur du Parti démocrate, a complètement changé et ceux qui sont au-dessus de l'appareil du parti ne l'ont pas vu. Et donc là, il vient et dit I'm a Muslim, I'm a socialist, j'irai pas forcément visiter Israël. Et il fait 50,1%, alors que c'est pas. Il y avait plusieurs candidats, donc il arrive quasiment en premier tour, il fait la moitié de résultats, ce qui est donc un très bon résultat électoral. Et donc là, il y a une prise de conscience du Parti démocrate qu'effectivement, on n'a pas vu cette révolution opérer. Or là, il ne s'agit pas de dire comment est-ce qu'on va la montrer, etc. Elle est déjà là. On voit toute une préparation, je dirais, d'un certain nombre de responsables politiques démocrates pour dire comment est-ce qu'on essaye d'accompagner cette vague, d'autant qu'à l'intérieur du parti, il y a des relais, et pas des moindres. C'est Bernie Sanders et une sénatrice dont j'ai oublié le très connu Cortez, donc qui accompagnent ce mouvement-là, et donc ils ont des relais du parti, et ces mêmes relais du parti qui sont très intégrés, mis à part Bernie Sanders, au sein du Sénat. C'était la première vague de la jeunesse démocrate lorsqu'il y avait les élections sénatoriales. Et donc on est dans un changement de paradigme
beaucoup plus important, moi, quand on fait le comparatif entre Mamdani et Obama, c'est ne rien comprendre au système politique. Obama, en fait, était, oui, une minorité, c'était une première vis-à-vis de la couleur, mais la manière de faire la politique, elle, n'avait pas changé depuis 40 ans. C'est-à-dire, en fait, Obama était un Afro-Américain, c'était un progrès dans le sens où, effectivement, ils ont voté pour un noir et donc ça montre que le pays pouvait voter pour un noir. La symbolique est là, mais le fond politique, lui, en fait, il n'y avait pas une grande divergence par rapport à Hillary Clinton, par exemple. Or là, il y a une radicalité d'opposition, en plus de la symbolique d'un musulman qui se dit socialiste, etc., qui a été plutôt très clair et très droit dans ses bottes sur la question palestinienne et qui remporte la mairie de New York. Alors beaucoup disent, oui, mais New York, c'est le cœur du progressisme du Parti démocrate. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'en réalité, ce qui se passe à New York est un effet miroir, c'est un laboratoire et qu'il y aura un effet dans l'ensemble des États-Unis. D'ailleurs, il y a eu une batterie de sondages qui ont été faits justement après Mamdani pour voir effectivement si le cœur de l'électorat de gauche démocrate je dirais, qui avait voté pour Mamdani à New York. On les retrouvait un peu partout aux États-Unis. Effectivement, on les retrouve un peu partout aux États-Unis. Et donc, ils ont voté pour la prise de symbole, ce que je disais, politique symbolique, mais aussi de la proposition politique pragmatique. C'est quoi la proposition politique pragmatique? C'est que cette base-là s'intéresse d'abord à la condition des services publics, aux questions de logement, à la question de la justice sociale. Et Mamdani se fait élire en disant je veux un salaire minimum de $30 à New York. Il n'y a pas de salaire minimum aux États-Unis, ça n'existe pas, ça va à l'encontre même de la doxa libérale, si vous voulez, américaine. Et donc, il dit je veux un salaire minimum. Il dit je veux des crèches universelles, c'est-à-dire en fait c'est un système de crèches qui serait financé. Alors après, il faut voir si c'est faisable ou pas, mais qui serait financé par la collectivité et qui derrière, en fait, crée où l'ensemble des New-Yorkais ont la possibilité de mettre leurs enfants avec une forme de mixité sociale, etc. Donc, on est vraiment dans des projets très ambitieux qui sont aux antipodes aussi du système économique et sociétal américain. Et bien sûr, la gratuité des transports, etc. Donc, en fait, il parle un langage effectivement de socialiste aux Américains et ça plaît. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fin, il y avait même Donald Trump qui avait soutenu effectivement l'opposant de Mamdani, qui était Andrew Cuomo. Et donc, on voit qu'il y a cette alliance presque contre nature entre Donald Trump et l'appareil du Parti démocrate, a en fait encore plus confirmé effectivement l'essor de cette base radicale au niveau des militants qui disaient en fait la preuve c'est bonnet blanc, blanc bonnet quoi. C'est à peu près la même chose et donc ce qu'on veut c'est renverser le parti comme les républicains l'ont fait pour qu'on puisse aller à la bagarre à la manière des républicains, c'est-à-dire être beaucoup plus offensif, beaucoup plus vindicatif, radical dans les positions politiques et idéologiques. Et donc ça pose une question, c'est que si on part du principe que cette mutation du Parti démocrate opère de la même manière que les républicains ont opéré cette mutation, eh bien, quel va être l'avenir des États-Unis en termes de démocratie, en termes d'économie et en termes de société? Est-ce que le système judiciaire institutionnel américain pourra tenir ces deux pôles de radicalité, ces deux pôles très offensifs? Est-ce que les États-Unis, qui est une société déjà très fracturée, pourra effectivement engendrer l'accentuation de cette fracture? Parce que là, on parle beaucoup de la fracturation de la société américaine. On a un pôle républicain avec Donald Trump qui tire beaucoup, mais on a un pôle démocrate qui joue encore un petit peu le jeu de la centralité du parti. Avec un nouveau parti démocrate qui serait en fait l'opposé du Parti républicain sur les questions économiques, il y a des vrais sujets. C'est-à-dire au moment où on a déjà une pression entre la Maison Blanche et la Banque centrale fédérale et qu'en plus vous avez des projets d'un parti démocrate qui dit nous on veut une économie socialiste à l'échelle fédérale, eh bien à ce moment-là, quels vont être les indicateurs, comment les marchés vont réagir, comment les États-Unis vont se positionner? Parce que s'il y a une chose qui rassure les marchés internationaux, c'est l'économie américaine, parce qu'elle est aussi basée sur un ultralibéralisme. On sait qu'il y aura toujours des gens pour acheter à peu près tout et n'importe quoi, parce que le service public ne fait pas office de relais. Donc s'il y a un État si les États-Unis basculent plus vers un État social et providence, est-ce que ce pôle de stabilité-là, vis-à-vis des marchés financiers, continuera à opérer? Au niveau démocratique se pose vraiment la question, est-ce que la Cour suprême pourra abriter ces deux radicalités, ces deux visions sociétales vraiment opposées? Et puis troisièmement, c'est les questions de société qui généralement ne se règlent pas à l'échelle politique,
les questions qui sont très problématiques, les questions de justice sociale, de justice policière, de genre, etc., sont très opposées. C'est-à-dire entre l'aile droite républicaine et l'aile droite démocrate, vous n'avez aucun point de convergence, vous n'avez pas la possibilité de couper la poire en deux. Et donc là, l'idée, c'est est-ce que la vieille démocratie, enfin la jeune démocratie américaine, mais qui en a vu passer, va réussir à surmonter cette double radicalité-là, ou alors ça va créer une fracture dont on ne connaîtra pas finalement l'avenir, qu'il soit économique, démocratique ou même sociétal. En tout cas, le point sur lequel je voulais mettre l'emphase, c'est que s'arrêter à Zahran Mamdani, c'est un jeune musulman sympa, c'est passer complètement à côté de la plaque sur ce qui est vraiment en train de se passer à l'échelle du Parti démocrate et donc à l'échelle des États-Unis. Merci infiniment, Anas Abdoun. On arrive à la fin de cette rencontre. Je vous invite, madame, monsieur, à interagir avec les explications de Anas Abdoun, à partager et à soutenir notre plateforme d'information associative internationale. Merci beaucoup, Anas, et à bientôt. Merci beaucoup.